la route de la soie. Bonjour à tous. Quand on évoque la route de la soie, on imagine aussitôt des caravanes de chameaux traversant des déserts infinis, des marchands chargés de tissus précieux, des montagnes surhumaines, bref, un voyage de rêve sur des milliers de kilomètres. Mais que recouvre vraiment cette expression, devenue de nos jours une formule presque magique dans l'industrie du tourisme ? Était-ce vraiment une seule route ? Et pourquoi parle-t-on de soie alors que tant d'autres marchandises y circulent ? En réalité, la route de la soie, ou plus justement les routes de la soie, c'est bien plus qu'un simple chemin commercial. C'est un immense réseau d'échanges terrestres, mais aussi maritimes, qui s'étend sur 10 à 12 000 kilomètres. Et pendant plus de 12 ou 15 siècles, ce réseau relie la Chine aux rives de la Méditerranée, en passant par l'Asie centrale et l'Iran. Et ceux qui circulent sur ces routes, ce n'est pas seulement des marchandises précieuses, ce sont aussi des techniques, des connaissances scientifiques, des religions, des arts et parfois même des invasions. Alors comment cet immense réseau naît-il ? Pourquoi porte-t-il ce nom ? Et surtout, pourquoi en parle-t-on encore aujourd'hui ? Découvrons ensemble l'histoire fascinante de ces routes qui connectent l'Orient et l'Occident pendant des siècles. Contrairement à ce que vous pourriez penser, l'expression « route de la soie » n'est pas antique. Et en fait, c'est même une invention moderne. C'est un géographe allemand, Ferdinand von Richthofen, qui forge ce terme au XIXe siècle, plus précisément entre 1833 et 1905. En allemand, ça donne Seidenstraße. En fait, ce géographe cherchait une désignation pour ces routes commerciales où transitaient entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le Moyen-Âge les produits de luxe entre l'Extrême-Orient et la Méditerranée. Alors le nom choisi est logique, la soie, cette matière douce, résistante et chatoyante, c'est le principal produit d'exportation envoyé vers l'Ouest par la Chine. Et la Chine est longtemps la seule à maîtriser et à exporter cette étoffe précieuse. La soie symbolise aussi l'opulence orientale. Elle est tellement recherchée qu'elle sert de monnaie sûre, une véritable valeur refuge. Imaginez un peu, payé avec du tissu. Et c'est donc ce produit emblématique qui donne son nom à l'ensemble du réseau, bien que de nombreux autres biens y circulent. Aujourd'hui d'ailleurs, les spécialistes préfèrent souvent parler des routes de la soie au pluriel pour souligner leur complexité, leur pluralité. Alors, pour bien comprendre l'origine de ces routes, il faut revenir à la Chine ancienne. Alors, les échanges entre l'Asie et l'Europe sont très anciens, ils remontent à plus de 2000 ans avant notre ère. Mais pour les historiens chinois, l'ouverture officielle de la route de la soie se situe vers 125-120 avant l'ère chrétienne. Et cette impulsion est le résultat d'une démarche stratégique de la dynastie Han. Nous sommes en 138 avant Jésus-Christ et l'empereur Han Wudi fait face à un problème majeur. Des nomades redoutables, les Xiongnu, attaquent continuellement la Chine par le nord. Et pour contrer cette menace, l'empereur a une idée. Pourquoi ne pas conclure une alliance avec un autre peuple, les Yuezhi, qui vivent dans l'actuel nord de l'Afghanistan ? Pour cela, il envoie un officier, Zhang Qiang, en ambassade vers l'ouest. Alors l'objectif initial est donc purement militaire, conclure une alliance avec les Yuezhi contre les Xiongnu. Mais voilà où l'histoire devient intéressante. La mission diplomatique est un échec total. Zhang Qiang est même capturé et retenu prisonnier pendant 11 ans par les Xiongnu. 11 ans de captivité. Et pourtant, à son retour, en 126 avant Jésus-Christ, il rapporte quelque chose de bien plus précieux qu'une alliance militaire. Une quantité infinie d'informations sur les nations de l'Ouest. Ainsi, il va parler des Dayuan, le royaume de Ferghana, de la Sogdiane et même du lointain royaume de Lijian, c'est-à-dire le monde romain. Et ces rapports fascinent l'empereur Han. Il réalise les avantages commerciaux d'un lien vers l'Ouest, en particulier pour obtenir des chevaux de Ferghana, des chevaux de bien meilleure qualité qui sont essentiels pour la puissance militaire chinoise. Et c'est ainsi que commence un flux d'échanges, souvent masqué sous forme de présents et de tributs diplomatiques, mais qui recouvre en réalité un commerce actif.
Parlons maintenant de ce que sont vraiment ces routes de la soie. Alors la route de la soie, c'est pas une seule autoroute bien tracée comme on pourrait l'imaginer. C'est un enchevêtrement de routes sinueuses, jalonnées de cols dangereux, de gués, de points d'eau essentiels à la survie. Ces routes contournent notamment l'interminable désert du Taklamakan, par le nord et par le sud. Il y a des villes et des bazars, comme Dunhuang ou Kashgar, qui sont essentiels pour le ravitaillement des caravanes. Et les caravanes sont composées de chevaux, d'ânes, de mulets, de yaks ou de chameaux, les fameux vaisseaux du désert capables de supporter des conditions extrêmes. Au total, le voyage des marchandises parti de Chine vers Rome prend 9 mois à 1 an. 1 an d'un bout à l'autre. Pour vous donner une idée, c'est comme si vous partiez aujourd'hui en voyage et que vous ne reveniez que l'année prochaine. Et donc, le rouleau de soie qui est parti de Chine traverse une variété considérable de climats, de cultures et de civilisations avant d'être déroulé dans une demeure romaine. Si la soie est la reine des exportations chinoises, des dizaines d'autres produits circulent dans les deux sens. De l'est vers l'ouest, principalement donc depuis la Chine, on exporte la soie, mais aussi d'autres textiles comme le lin ou le chanvre. On exporte aussi du thé et de la porcelaine. Cette céramique fine et translucide qui fascine les Occidentaux, qui ne savent pas la faire d'ailleurs. Du fer réputé pour sa qualité ou encore de la laque. Et les épices, très précieuses, elles proviennent principalement d'Inde et des Moluques. Le poivre, la cannelle, et ces épices voyagent vers l'ouest et jouent un rôle de monnaie d'échange. De l'autre côté, de l'ouest vers l'est, les produits les plus demandés incluent les chevaux. Ben oui, on en revient toujours à eux, ils sont essentiels pour l'armée. Mais aussi les pierres précieuses et les gemmes, jade, rubis, saphir, lapis-lazuli, le corail de Méditerranée, les verreries de couleur de Syrie et d'Alexandrie, mais aussi des fourrures pour affronter les hivers rigoureux, et toutes sortes de substances aromatiques et médicinales, comme de l'encens ou même de la rhubarbe. Et les marchandises s'échangent de place en place, et leur prix augmente au fur et à mesure du voyage, au gré des intermédiaires. Mais voici où l'histoire devient vraiment passionnante. Le véritable impact de ces routes dépasse de loin l'aspect commercial. Elles sont en fait le vecteur d'une proto-mondialisation. Les marchands, notamment les Sogdiens, alors c'est un peuple d'Asie centrale, autour de l'Ouzbékistan, du Tadjikistan, du nord de l'Afghanistan actuel. Donc des Sogdiens, mais aussi des Perses, des Grecs, des Syriens. Donc tous ces marchands diffusent des connaissances géographiques, politiques et même des légendes. Les prisonniers de guerre et les esclaves transmettent involontairement leur savoir-faire. Par exemple, des artisans chinois du papier, qui sont capturés lors d'une bataille en 751, vont transmettre le secret de fabrication du papier au monde islamique, puis à l'Occident. Et c'est ainsi que des inventions cruciales se diffusent de l'Est à l'Ouest. Le papier, la poudre à canon ou encore la boussole. Mais surtout, la route de la soie, c'est une voie de diffusion religieuse. C'est par cette route que le bouddhisme, parti de l'Inde, se répand en Asie centrale, puis en Chine. On a aussi le manichéisme ou le christianisme, et même l'islam, qui empruntent ces mêmes chemins, façonnant les croyances des peuples d'Asie centrale et de Chine. L'histoire de la route de la soie est jalonnée de cycles d'apogée et de déclin, qui sont liés en fait à la stabilité des empires. Quand les empires sont forts, le commerce prospère. Quand ils s'effondrent, les routes deviennent dangereuses. La première ère d'activité majeure s'étend approximativement de 130 avant Jésus-Christ jusqu'au milieu du IIIe siècle. C'est une période qui coïncide avec la puissance de la dynastie Han en Chine et de l'Empire romain à l'ouest. Deux grandes puissances, chacune à une extrémité du réseau. Et le déclin de cette première période est causé par l'effondrement ou l'affaiblissement simultané de ces grands empires, mais aussi par quelque chose de plus sinistre, comme la propagation des maladies épidémiques,
comme la peste, qui dévastent des populations qui sont de fait connectées. Ben oui, les routes qui amènent la richesse amènent aussi la mort. Au VIe siècle se produit un événement majeur. Le secret de la sériciculture, c'est-à-dire l'élevage des vers à soie, est volé. En 553, des moines envoyés par l'empereur Justinien rapportent des œufs de vers à soie à Byzance. Ils brisent ainsi le monopole chinois. On comprend que la soie est en fait le cocon de ces vers à soie et qu'il suffit de filer le fil de ce cocon pour produire la soie. C'est une perte économique colossale pour la Chine. La route connaît un second âge d'or pourtant, plus tard, sous la dynastie Tang, entre 618 et 907. C'est une période de grande ouverture et d'expansion chinoise vers l'ouest. Les empereurs Tang encouragent le commerce et les échanges culturels. Et à ce moment-là, ce sont les marchands sogdiens qui deviennent les intermédiaires les plus importants entre Chine et Occident. Ils maîtrisent plusieurs langues et ils connaissent toutes les routes. Plus tard, un bref renouveau de l'activité commerciale terrestre a lieu sous ce que l'on appelle la Pax Mongolica, la paix mongole, sous la dynastie des Yuan, entre 1260 et 1368. Les Mongols ont unifié un immense empire de la Chine à l'Europe de l'Est et forcément facilitent la circulation. C'est d'ailleurs à cette époque que des explorateurs célèbres comme Marco Polo peuvent voyager en relative sécurité jusqu'en Chine. Je veux rendre hommage à mon Khan en lui faisant profiter de mes voyages le long de la route de la soie. Et des produits circulent sur de très longues distances. Imaginez un peu, on a retrouvé des pièces de cuivre chinoises médiévales en Angleterre. Mais arrive le moment du déclin. Le commerce terrestre commence à perdre de son importance au profit des voies maritimes, dès le XIIIe siècle. Pourquoi ? Parce que les routes maritimes, qui complètent les voies terrestres, présentent un avantage énorme. Les navires peuvent transporter des volumes de marchandises bien plus importants que les caravanes. Et donc la route de la soie terrestre est progressivement abandonnée à partir du XVe siècle. Plusieurs facteurs convergent. D'abord, la chute de l'empire mongol qui entraîne une fragmentation politique. Deuxièmement, et c'est lié à cela, les routes deviennent dangereuses. Il y a des guerres, des brigands, chaque seigneur local impose son péage. Ensuite, on a aussi le développement de la production de soie en Europe. Ben oui, après le vol du secret, en Italie, en France, on se met à fabriquer de la soie. Plus besoin d'importer depuis la Chine. Enfin, la recherche par les Européens de routes maritimes directes vers l'Inde et l'Asie, afin de contourner les intermédiaires et réduire le coût. C'est d'ailleurs cette recherche qui va mener aux grandes découvertes. Christophe Colomb cherche une route vers les Indes pour contourner justement les intermédiaires et il tombe sur autre chose, à savoir les Bahamas et donc bien sûr l'Amérique. La route de la soie, du temps des caravanes de chameaux qui traversent des déserts mortels jusqu'à son abandon progressif, incarne en fait la nécessité humaine d'échanger. Ces routes tissent des liens durables entre les civilisations et démontrent que le commerce est bien plus qu'un simple échange de marchandises. C'est aussi un échange d'idées, de technologies, de religions, de cultures. Les routes de la soie nous rappellent d'ailleurs que l'humanité a toujours été connectée, bien avant l'ère d'Internet, et que les civilisations ne se développent pas en vase clos, mais dans l'échange et le contact. Et aujourd'hui, en 2013, le président chinois Xi Jinping a lancé l'initiative de la Nouvelle Route de la Soie, un projet colossal de construction d'infrastructures ferroviaires, routières, maritimes pour relier la Chine à l'Europe et à l'Afrique. Et il y a des trains de fret qui relient désormais Chongqing à Lyon en une douzaine de jours seulement. En fait, l'histoire continue, les enjeux changent, mais la logique reste la même. Connecter l'Est et l'Ouest, faciliter les échanges, créer de la prospérité. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode consacré à ces routes qui ont relié l'Orient et l'Occident pendant des siècles. S'il vous intéresse, vous pouvez soutenir ce podcast comme les marchands soutenaient les caravanes, en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Chaque avis est une étape sur la route longue de ce podcast. Je lis tous les commentaires avec grand plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.